Coup d'État manqué au sommet, Paul Biya cloué au sol, Ngo pris en flagrant complot. Mesdames et messieurs, voici le Cameroun, pays de toutes les merveilles, pays où même les contes de fées de nos grands-mères paraissent plus crédibles que la réalité politique de chaque jour. Ici, les coups d'État ne se font plus avec des chars, non. Ici, les complots se passent dans les salons climatisés, entre 2 voyages médicaux et un billet d'avion annulé. Et c'est dans ce théâtre-là que le vieux lion du palais d'Etoudi, Paul Biya lui-même, aurait vu son fameux voyage en Israël avorté, stoppé net, comme un taxi de Mokolo bloqué par la police pour vignette périmée. Oui, chers téléspectateurs, accrochez-vous bien, car ce que nous allons décortiquer aujourd'hui n'est pas un simple contretemps protocolaire. Non, non, non. C'est une bombe politique qui dévoile les dessous d'un régime où chacun veut tirer la couverture sur soi. Figurez-vous que derrière ce voyage manqué se cacherait un coup de poker signé Ferdinand Ngo, le secrétaire général à la présidence, celui que certains appellent déjà le vice-roi du Cameroun. Mais hélas pour lui, son coup a échoué, son scénario a tourné au vinaigre, et le pays tout entier commence à murmurer qu'il a raté là un véritable coup d'État en douceur. Mes frères, vous me connaissez, je n'aime pas exagérer. Mais cette affaire-là, c'est du jamais vu. On nous avait habitués aux rumeurs de succession, aux palabres de clans, aux guerres de positionnement. Mais voilà qu'on entre maintenant dans une saison nouvelle, les voyages présidentiels deviennent des armes politiques, les billets d'avion deviennent des armes de destruction massive, et les agendas diplomatiques deviennent des pièges à pouvoir. Cameroun, ou Cameroun. Pays où même la chaise présidentielle est plus disputée qu'un sachet de riz distribué gratuitement dans une campagne électorale. Alors ne partez surtout pas, car ce reportage va vous plonger au cœur d'un monde de secrets bien gardés, de coups bas, de trahisons silencieuses et de calculs machiavéliques. Ici, rien n'est banal, chaque geste compte, chaque mot pèse, chaque absence du chef ressemble à une ouverture de succession. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons ensemble lever le voile sur ce drame politique qui secoue les fondations du régime Biya. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner, et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, sur Camenews, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans goût. Non. Ici, on met du piment, du poivre blanc, et même un peu de mbongo pour que ça sente bien fort. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas du banal. C'est de la politique camerounaise dans toute sa splendeur, chaotique, dramatique et surtout, incroyablement satirique. Partie 1, le coup de théâtre quand Calixte Beyala sort du bois. Mesdames et messieurs, attachons bien nos ceintures parce que le film qui se joue devant nous n'est pas une simple pièce de théâtre villageoise. Non, c'est une tragédie nationale, doublée d'une comédie digne des plus grands cinémas de Nollywood. Oui. Car voilà que surgit Calixte Beyala, grande écrivaine internationale, femme de lettres célébrée dans les salons feutrés de Paris et des capitales européennes, mais qui, soudain, descend de ses rayons littéraires pour plonger tête baissée dans le marigot politique camerounais. Et pas n'importe comment oh. Elle ne vient pas comme observatrice neutre, ni comme commentatrice bienveillante, mais plutôt comme guerrière brandissant l'épée de la parole pour proclamer haut et fort, « Je choisis mon candidat ». Et c'est Issa Chiroma Bakary. Attendez, laissez-moi rire un peu. Larmes de joie Cameroun, pays où chaque jour apporte son lot de miracles. Qui pouvait imaginer que l'auteur des romans mondialement traduits, celle qui se disait toujours au-dessus de la mêlée politique, allait se transformer en griotte officielle d'un candidat dont la popularité, disons-le clairement, se mesure encore en grains de mil dans une marmite. Hein mes frères? Le Cameroun, c'est ce pays où les gens qu'on attend dans le domaine de l'écriture vont se retrouver dans les meetings politiques, et ceux qu'on attend en politique vont finir à réciter les poèmes dans les funérailles. Mais attention, ce n'est pas une simple déclaration comme ça oh. Ce que Calixte a fait, c'est une véritable mise en scène, un coup de tonnerre, une bombe médiatique, un feu d'artifice lancé en plein jour. Dans un pays où les alliances se forment dans l'ombre, où les soutiens se murmurent derrière les rideaux, elle a choisi de frapper fort. Elle a crié haut et fort son soutien, sans trembler, comme si elle voulait réveiller les morts de Mvok Betsy et les fantômes politiques de Mundi. Et croyez-moi, ça a fait trembler les murs de Yaoundé, ça a secoué les salons de Douala, et même dans les villages reculés, on a commencé à chuchoter, Calixte Beyala a parlé. Elle a choisi Chiroma. Mais attendez un peu. Soutenir Chiroma? Vraiment? L'homme qui est connu comme le champion des volte-face, le roi des retournements de veste, le ministre qui a survécu à tous les régimes comme un chat à 9 vies? Oui, c'est bien lui.
Et c'est lui que Beyala a choisi comme l'homme providentiel. On dirait qu'elle voit en lui une étoile brillante, mais la population, elle, voit plutôt une ampoule de 25 watts qui scintille et s'éteint quand le courant de NO saute. Et dans cette sortie théâtrale, Calixte n'a pas mâché ses mots. Elle a peint Issa Chiroma comme un visionnaire, un patriote, un homme fort, presque le nouveau Mandela camerounais. Mes chers téléspectateurs, je vous vois déjà sourire derrière vos écrans. Parce que vous savez que si Mandela, là-bas en Afrique du Sud, avait entendu son nom être mis dans la même phrase que celui de Chiroma, il aurait sûrement toussé dans sa tombe. Mais que voulez-vous? Cameroun, c'est le pays où les comparaisons ne connaissent pas de frein, un ministre qui inaugure une pompe à eau devient bâtisseur, un fonctionnaire qui offre un banc à une école devient mécène, et maintenant, Chiroma devient presque un sauveur national. Mais au fond, mes frères, cette sortie de Calixte Beyala, c'est plus qu'un simple soutien. C'est une démonstration de force, une manière de dire, moi aussi, j'ai mon mot à dire dans la grande loterie politique du Cameroun. Car ici, le jeu est simple, tu ne choisis pas ton camp, on t'accuse d'indifférence. Tu choisis un camp, on t'accuse de calcul personnel. Et Calixte, en bonne stratège, a choisi le camp le plus surprenant, celui qui allait faire parler tout le monde, même dans les marchés de Mokolo et les bars de Bonabéry. Alors, mesdames et messieurs, dans ce premier acte, le rideau s'ouvre sur une scène rocambolesque, une intellectuelle respectée, une plume acérée, qui décide d'abandonner son stylo pour brandir l'étendard politique de Chiroma. Et vous le savez bien, dans notre Cameroun, ce genre de geste n'est jamais gratuit. Derrière chaque déclaration, il y a un calcul, derrière chaque choix, il y a une stratégie, et derrière chaque stratégie, il y a une fin de pouvoir, fin de reconnaissance, ou même fin de visibilité médiatique. Voilà donc, chers téléspectateurs, le début de ce feuilleton politique, une écrivaine internationale qui descend dans l'arène politique les Américains entrent dans la des retournements. Mes chers abonnés de Camé News, ce n'est que l'ouverture, ouvrez grand vos oreilles car la suite ce qui va suivre n'est pas un film d'Hollywood, c'est la réalité camerounaise. Normalement, quand le président voyage, on connaît la chanson, DGRE, Semil, garde présidentielle, DSP, bref tout le monde sort les gros muscles. C'est comme un mariage traditionnel où chaque famille veut montrer qu'elle a amené plus de riz que l'autre. Chacun veut être vu, chacun veut dire « moi aussi j'étais là ». Résultat, le chef est escorté par une armée entière, et même les moustiques ne peuvent pas s'approcher de lui sans faire une demande écrite. Mais cette fois, mes frères, les cartes ont changé. Selon les révélations, les fameux conseillers sécuritaires américains ont pris les commandes. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est plus la DGRE qui distribue les ordres, ni la Semil qui bombe le torse, ni même la DSP qui fait claquer les bottes. Non. Ce sont des Américains, discrets comme des chats, qui ont imposé leur méthode. Et quelle méthode, mes gens? D'abord, ils ont réduit la taille du cortège. Fini les longues files de pick-up, fini les bataillons qui font trembler les trottoirs. Cette fois-ci, on a opté pour la version light, presque comme une livraison express. Vous vous rendez compte? Le président du Cameroun, l'homme qui incarne tout un État, se déplace avec une sécurité réduite à un niveau jamais vu. C'est comme si un chef de quartier partait à la réunion de la chefferie avec seulement 2 cousins et un ami. Et pourtant, ça a marché. Les Américains ont prouvé que parfois, trop de bruit attire plus d'ennemis que de protection. Parce que, soyons honnêtes, les cortèges massifs à la camerounaise, ça sert aussi à faire peur au peuple, pas seulement à protéger le chef. Quand vous voyez passer 50 voitures noires avec gyrophare, même si vous êtes en train de mâcher du beignet haricot, vous avalez de travers et vous vous écartez. Maintenant, parlons du vrai message derrière cette affaire. Pourquoi le président a-t-il accepté qu'on confie sa sécurité à des étrangers? C'est là que ça devient croustillant. Parce que, mes frères, ça veut dire que même au sommet de l'État, on a fini par reconnaître que nos méthodes locales étaient peut-être trop voyantes, trop bruyantes, trop village. Les Américains, eux, viennent avec une approche différente, moins de spectacle, plus d'efficacité. Et quand on dit efficacité, c'est silence, discrétion, technologie. Pas besoin de mettre 10 000 militaires autour du président pour impressionner le peuple. 2 ou 3 suffisent, mais bien équipés, bien coordonnés, avec des gadgets qui font pâlir nos walkie-talkies à pile. Et vous savez ce qui me fait le plus rire dans cette histoire? C'est que les Américains ont réussi là où nos propres services n'ont pas osé, ils ont dit au président, « Chef, votre armée personnelle, c'est trop. Il faut réduire. » Et il a accepté. Donc,
ça veut dire que si demain un colonel camerounais avait proposé ça, on allait l'envoyer balayer le couloir du palais. Mais quand c'est un Américain qui dit la même chose, ça devient innovation stratégique. Voilà le Cameroun que nous connaissons bien. Mais attention mes gens, ce n'est pas seulement une question de style. C'est aussi une question de pouvoir. Parce que quand tu prends la sécurité du président et que tu la donnes à des étrangers, même temporairement, tu changes les équilibres. La DGRE, la SEMIL, la GP, la DSP, tous ces services la regardent maintenant avec des yeux rouges. Ils savent que leur influence a été diminuée, que leur rôle traditionnel a été grignoté. Et vous savez bien, au Cameroun, perdre une once de pouvoir, c'est perdre une part de la marmite. Ceux qui avaient l'habitude de gérer les voyages présidentiels se retrouvent comme des spectateurs de cinéma, assis dans la salle, pendant que les Américains jouent le rôle principal sur scène. Et regardons encore plus loin. Quand les Américains imposent leur méthode, ce n'est pas seulement une question de sécurité immédiate. C'est aussi une manière d'avoir un pied dans la maison présidentielle. Parce que qui protège le chef, écoute le chef. Qui protège le chef, filtre les accès au chef. Et qui filtre les accès au chef, peut influencer la politique du chef. Voilà la vraie subtilité. Alors, mes chers spectateurs, ne voyez pas ça comme une simple question de protocole. Voyez une lutte d'influence. Derrière la réduction des cortèges et la discrétion renforcée, il y a une bataille pour savoir qui tient vraiment la clé du coffre-fort politique qu'est la présidence. Et dans ce jeu-là, Ngo, qui croyait déjà jouer au maître de l'agenda en proposant Israël, se retrouve recalé. Fouda, lui, profite de la nouvelle configuration. Et les Américains, eux, gagnent une place centrale. Bref, c'est comme une partie de Ludo, chaque joueur avance ses pions, mais au final, c'est celui qui ferme la case qui ramasse les billes. Alors je vous pose la question, mes frères, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un président africain confie sa sécurité à des étrangers, même pour quelques jours? Partie 3, l'image. Ou est-ce que vous croyez que c'est une trahison de souveraineté, une sorte de colonisation sécuritaire version 2.0? Parlons maintenant du détail qui a fait couler les commentaires, mais que certains ont cette affaire la mérite de l'avion présidentiel. Oui, ce fameux Boeing 767 que tout le monde connaissait comme la voiture officielle volante du président, qui a transporté Paul Biya pendant des décennies, a été remplacé par un ancien Airbus A320-232 de Qatar Airways, aujourd'hui exploité par une compagnie saoudienne. Vous savez, au Cameroun, quand quelqu'un change d'habitude, on aime dire, le vieux léopard ne se déplace pas pour rien, même ses pas ont un message. Et bien ici, le changement d'avion, ce n'est pas juste une question technique. Non mes frères, c'est un message symbolique. Parce que d'abord, ce Boeing 767, ce n'était pas qu'un avion, c'était une institution. À chaque fois qu'il décollait de Nsimalen, tout le Cameroun savait que, papa est sorti. C'était comme un signal officiel, on voyait le cortège à l'aéroport, on entendait les moteurs, et tout le pays comprenait que le président voyageait. Mais là, soudainement, il monte dans un Airbus presque discret, un avion qui, pour beaucoup, ressemble à ce que prennent les compagnies régulières pour transporter les passagers de Douala à Paris. Ça change tout. Imaginez un peu la scène, un président habitué à son Boeing luxueux, avec son confort, ses salons privés, ses fauteuils plus larges que les bancs des ministres, qui accepte de s'asseoir dans un Airbus, recyclé, de Qatar Airways. Mes chers spectateurs, ça veut dire qu'il y a eu influence. Parce que Biya, c'est un homme d'habitude, un homme qui n'aime pas trop qu'on lui bouscule ses traditions. Si cette fois il a accepté, c'est parce que les conseillers américains ont réussi à imposer leur nouvelle logique de sécurité, moins ostentation, plus discrétion. Et c'est là que le côté satirique entre, mes frères, c'est un peu comme un grand notable du village qui, d'habitude, se promène avec un éléphant pour impressionner la foule, mais qui cette fois accepte de monter sur une simple moto-taxi. Oui, c'est moins spectaculaire, mais c'est plus rapide et surtout moins repérable. Parce que le Boeing, lui, c'est un gros bébé, quand il décolle, tout le monde le voit, même les enfants qui jouent au foot au quartier lèvent la tête. L'Airbus, par contre, se fond dans la masse, il ressemble à n'importe quel vol charter qui passe dans le ciel. Politiquement parlant, ce changement est lourd de sens. Ça montre que désormais, le régime cherche à se cacher plus qu'à montrer. On ne veut plus trop attirer les regards, on veut voyager discret, passer inaperçu, éviter les caméras et surtout les critiques de la diaspora qui, à chaque sortie du Boeing, criait au gaspillage et au luxe déplacé. L'Airbus, c'est presque un camouflage aérien. Comme on dit au quartier,
quand tu veux traverser le marché avec un sac de poisson fumé, mets-le dans un vieux sac en plastique pour que personne ne sente l'odeur. Voilà exactement ce que ce changement d'avion représente. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Ce choix a aussi des conséquences internes, sur l'image du pouvoir. Parce que les conseillers proches savent bien que le Boeing symbolisait aussi une période de grandeur, de faste, d'autorité incontestée. L'abandonner, même temporairement, c'est accepter une modernisation forcée qui montre que le temps change, que le régime n'est plus en terrain aussi sûr qu'avant. L'avion devient ici une métaphore du pouvoir, autrefois imposant et majestueux, aujourd'hui obligé de se faire plus discret, plus prudent, presque méfiant. Et mes frères, je ne vais pas vous mentir, dans la bouche du peuple camerounais, cette affaire d'avion fait rire. Certains disent déjà que c'est comme si on avait demandé au président de troquer son costume 3 pièces contre une simple chemise de marché. D'autres ironisent, si ça continue, papa va finir par voyager avec Camerco, et vous savez bien, avec nos habitudes satiriques, on exagère toujours, mais derrière cette exagération se cache une vérité, le symbole de la puissance présidentielle s'est fissuré. Regardons aussi l'autre face, pour les partisans de Biya, ce choix peut être présenté comme un signe de sobriété, de modernité et d'adaptation. On peut dire, voilà un président qui s'adapte, qui accepte les conseils, qui montre qu'il peut faire différemment. Mais pour les adversaires, c'est au contraire la preuve que le régime vacille, que les habitudes luxueuses ne passent plus, et qu'on est obligé de bricoler pour donner une autre image. Dans tous les cas, mes chers abonnés, cet Airbus A320 n'est pas qu'un avion, c'est un message politique volant. Et ce message dit ceci, le Cameroun entre dans une nouvelle phase où l'image doit être contrôlée, la visibilité réduite, et la symbolique retravaillée. Même si ça veut dire que le chef doit troquer son gros Boeing contre un appareil plus modeste, on le fait, parce que l'enjeu électoral et sécuritaire est devenu plus pressant que les habitudes de luxe. Alors je vous pose la question, selon vous, ce changement d'avion est-il une simple mesure technique pour renforcer la sécurité, ou alors c'est un signe que le régime commence à se serrer la ceinture, non pas pour le peuple, mais pour lui-même? Dites-le moi en commentaire, parce que moi je sens que derrière cette histoire d'Airbus, il y a une vérité beaucoup plus lourde que ce qu'on nous laisse voir. Partie 4. Mes chers frères et sœurs de Caménews, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures, parce que c'est ici que le film devient intéressant. Vous voyez, quand on dit que, dans la maison du chef, même le chien du voisin veut entrer pour garder la porte, ce n'est pas pour rien. L'entourage du président Biya ressemble exactement à cette maison, chaque conseiller veut montrer qu'il est plus indispensable que l'autre, et la sécurité du chef devient comme une calebasse d'arachide que chacun tire vers lui. Cette fois-ci, c'est le vice-amiral Joseph Fouda qui a raflé la mise. Oui mais Jean, Fouda. L'homme silencieux, le militaire qui ne parle pas trop dans les journaux, mais qui, mine de rien, s'est retrouvé au cœur du dispositif de protection présidentielle. Pendant que Ngo a fait tout son cinéma avec l'option Israël et son avion déjà affrété comme si c'était un bus VIP de Garou Aboulaye, c'est Fouda qui a ramassé le vrai rôle, surveiller le président avec une garde réduite à 4 agents seulement. 4. Mes frères, c'est moins qu'une équipe de belote au quartier. Et c'est là que le film devient sucré, parce que dans la logique camerounaise, réduire la garde présidentielle à ce niveau, c'est comme demander à un chef de famille de sécuriser son champ de manioc avec seulement 2 piquets et une ficelle. Normalement, les gens doivent s'agiter, crier, dire « Chef, ce n'est pas possible ». Mais non. Cette fois, silence radio. Pourquoi? Parce que le président lui-même a validé, et quand le chef dit oui, qui peut dire non? Voilà comment Fouda est sorti renforcé. Maintenant, regardons bien la leçon politique derrière cette petite gymnastique sécuritaire. Quand tu confies la garde du président à un homme comme Fouda, tu envoies un message clair. Toi, je te fais confiance. Toi, je t'élève dans le cercle intime. Et dans un système où la proximité avec le chef est plus précieuse qu'un lingot d'or, ce genre de privilège vaut toutes les nominations ministérielles du monde. Fouda ne parle pas, mais il engrange des points. Pendant ce temps, les services traditionnels DGRE, SEMIL, DSP, GP se retrouvent sur la touche, un peu comme les joueurs de banc qui regardent le match et se demandent pourquoi l'entraîneur ne les fait pas rentrer. Et mes chers spectateurs, quand une telle redistribution des cartes se produit à quelques semaines d'une élection présidentielle, ce n'est pas anodin. Parce que contrôler la sécurité du chef, ce n'est pas seulement surveiller qu'il ne trébuche pas sur un tapis rouge. Non. C'est contrôler qui accède à lui, qui lui murmure quoi à l'oreille, qui filtre les informations et qui verrouille les coulisses. En clair, Fouda devient le nouveau portier du palais,
celui qui ferme et ouvre la porte. Et vous savez bien que dans ce Cameroun-ci, ouvrir la porte du chef, c'est ouvrir la porte de la mangeoire. Ce qui rend la chose encore plus croustillante, c'est le contraste entre Fouda et Ngo. D'un côté, vous avez un homme qui s'agite, voyage, prépare des plans, affrète des avions comme si c'était des mototaxis. Et de l'autre, vous avez un officier calme, discipliné, qui ne fait pas de bruit mais qui récolte le gros lot. C'est comme au marché, celui qui crie le plus fort n'est pas toujours celui qui vend toutes ses bananes. Voilà la dure loi du palais. Mais attention mes frères, derrière cette « victoire silencieuse » de Fouda se cache une tension qui pourrait éclater plus tard. Parce que dans la grande marmite du pouvoir camerounais, quand quelqu'un monte, un autre descend. Si Fouda monte, si les Américains imposent leur manière de faire, alors forcément d'autres conseillers voient leur influence grignoter comme un morceau de beignet dans les mains d'un enfant. Et ça ne se digère pas facilement. Vous savez bien qu'ici, perdre l'accès au chef, c'est perdre le pouvoir, perdre les honneurs, perdre les marchés publics, bref, perdre la vie politique. Alors, chers abonnés, accrochez-vous, la nomination de Fouda dans ce rôle de « chef des 4 gardiens » n'est pas une petite anecdote. C'est un signe que les lignes bougent, que certains gagnent des galons dans l'ombre, pendant que d'autres perdent du terrain. Et quand ces luttes d'influence éclatent à la veille d'une élection, c'est là que le vrai spectacle commence. Parce que qui contrôle le chef contrôle aussi, indirectement, le tempo de la succession. Mais Jean, je vous pose la question, selon vous, Fouda est-il seulement en train de faire son travail de militaire loyal, ou alors il est déjà en train de poser ses propres pions sur l'échiquier politique? Dites-le moi en commentaire, parce que cette affaire-là n'est pas une simple question de sécurité. C'est une question de pouvoir, de stratégie, et d'avenir. Conclusion, une histoire d'accès, de confiance, et d'équilibre. Pour conclure, ce voyage nous a montré que la décision la plus anodine, choisir une destination, un avion, une équipe peut dévoiler des lignes de fracture et de recomposition au sommet. Entre ambition personnelle, modernisation tactique et appui d'étrangers, l'entourage présidentiel est un théâtre discret où se jouent des batailles qui auront des répliques politiques. Alors, qui sort renforcé? Qui sort fragilisé? Les indices sont là, mais il faudra suivre les prochains épisodes et surtout observer comment ces nouveaux usages se stabiliseront, ou se déliteront, après l'échéance électorale.